Ouais, hello. Eh ben, écoutez, on inaugure un nouveau type de podcast. Enfin, c'est un peu basé sur le Battle Clash que vous connaissez par année. Sauf que là, nous allons procéder par décennie et nous allons nous attaquer aux albums live, aux performances live. Alors, quand je dis performance live, pour les années 60, 70, 80, ça va pas trop poser de problème puisqu'il y avait des disques, des LP live qui sont sortis. Mais on peut aussi utiliser des films qui sont sortis dans le commerce, etc., pour les années 90, 2000, etc. Je vais faire court. Voilà, Benjamin Durand est mon invité. Je lui souhaite la bienvenue à la Bonjour, maison. merci de m'inviter. Bonsoir. Bonjour, tu as raison, il est 11h30 du matin. Et on va commencer par un épisode qui traite des années 60. Alors, comment sonnent les groupes dans les années 60 Et c'est aussi un peu une étude musicale et sociologique en fait, oui, du concert, comme on aime, surtout comme toi tu aimes. Moi j'aime la musique, tu aimes la sociologie. Oui, moi je m'en fous de la musique. Oui, c'est un peu, oui. Et du coup, on va taper là-dedans. Donc, on a fait chacun un top 10 de nos albums favoris live Oui. et qui nous paraissait important de vous communiquer, de vous donner peut-être envie de découvrir, de redécouvrir, ou alors juste que vous nous fassiez votre liste pour que nous, on puisse découvrir vos choix. Le Parce jeu qu'on étant a- de savoir quels albums nous avons réellement écoutés ou pas. Oui, voilà, non, mais je pense que dans le lot, quand même, il y en a quand même pas mal qu'on a écouté. Donc, j'avais commencé, enfin bon, bref, là, c'est un jeu qui devient débile, mais ça va être à toi de te donner ton numéro 10. Est-ce Voilà. que tu as fait ton classement Ah ouais, je l'ai Valise fait. Eh ben, écoute, je t'écoute pour le numéro 10. Eh ben, James Brown à l'Apollo. Eh ben voilà, Eh ben, c'est drôle, parce que moi, c'est un James Brown aussi en numéro 10. Donc, déjà, il y a un match, moi, j'ai pas pris l'Apollo, mais j'ai pris Houston 68. Mais ça aurait pu être l'Apollo et j'ai pris Houston 68 parce que le groupe a un petit peu évolué. Apollo, c'est encore les Grooves, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. De Flaming Blue. Oui, ça oui, parce que Family Groovy c'est autre chose. Oui, quand non, non, même. les Flaming Groovies, c'est un groupe, ça je suis pas complètement con, hein, même quoi qu'un peu. Mais voilà, bon, on va parler de James Brown en 10 du coup, parce que tous les deux on a mis James Brown et t'as pris l'Apollo qui s'appelle Volume 2, c'est ça. Donc, vas-y, je t'écoute. Bah, de toute façon, Le temple, déjà, le temple de l'Apollo, bien sûr, à Harlem, que tout le monde connaît. Et puis. que tout le monde connaît depuis, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un espèce de lieu de fantasme pour tous les musiciens anglais. N'oublions pas, oui. N'oublions pas les Stones et les Beatles qui sont allés. Voilà, surtout, oui. Surtout. Enfin, dès qu'ils sont arrivés aux États-Unis, la première chose qu'ils avaient envie de faire c'était aller à la peau. Pas forcément voir James Brown d'ailleurs, mais en tout cas aller écouter ces princes du soul et Godfather of Soul en l'occurrence. Évidemment. Donc James Brown, parce qu'il y a plein d'autres exemples, hein. On parle d'un album, etc., mais on va essayer peut-être de recentrer, puisqu'on a le même artiste, sur les performances de James Brown dans les années 60. Bah oui, complètement sidérante par la personnification qu'il a sur scène, évidemment son jeu de jambes. On se rappelle tous évidemment de l'anecdote Du Tammy Show. Du Tammy Show. Ah, Mick bah. Jagger va complètement pomper son jeu de scène Mais un quart d'heure après, hein. sur ce qu'il observe de James Brown au Tammy Show. Alors, le Tammy Show, pour revenir, c'est un concert qui a lieu en 64 à Santa Monica, où c'est une playlist d'artistes, en l'occurrence Black, et les Stones sont tête d'affiche et passent juste après James Brown, hein, c'est pour ça. Ouais. Et donc Jagger, effectivement, comme disait Benjamin, va s'inspirer complètement du jeu de jambes. C'est difficile de le faire en n'étant pas filmé, mais ça vaut peut-être mieux pour vous. Non, c'est dommage. Mais en tout cas, en ce début des années 60, c'est donc son groupe, j'espère que je dis pas de conneries, mais c'est les The Blue Flames ou un truc comme ça. Mais en tout cas, la personnification, il y a un mec qui vient l'introduire, un présentateur, etc. Voilà. Et où James Bond fait semblant de mourir, il revient, il se relève, et il joue tous les tubes de l'époque. Hein. I Feel Good, Please Please, Please Me, là. Et tout ça, non, moi j'ai choisi Houston 68, c'est la continuité du truc, parce qu'on a les musiciens qui vont fonder tous des groupes après, ils vont devenir Parley Hammond Funkadelic avec Bootsy Collins, Pee Wee Ellis et Maceo Parker évidemment, et il y a une introduction de musicien où James Brown est pas sur scène qui s'appelle Tie Up à Houston en 68 qui est formidable avec un solo de trompette que je vous invite à aller écouter, à taper tout de suite, couper le podcast et aller écouter Tie Up ou aller voir dans notre playlist podcast qui est sur notre chaîne aussi. Enfin voilà, James Brown, qu'est-ce que tu as à dire d'autre quoi. Enfin, c'était vraiment... Big up. Ouais, c'est ça. Big up James Brown.
Parce que du coup, il vient beaucoup en Europe. Je suis pas certain que. Ah non, Ah, je si, pense si, pas, bah non. si, si, t'as toutes les. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a les Olympias complètes 67, 68. Hein. Mm. Ou pareil, ou c'est plus le même groupe, mais enfin, si, si, si. Brand vient à l'Olympia toute la fin des années 60 et tous ces artistes viennent délivrer des performances assez courtes. Hein. Ce qu'il faut dire que dans les années 60, c'est Ouais. que c'est pas des shows encore de 1h30, Non. 2 heures. C'est plutôt des. C'est des espèces de Des- revues ouais, de review de 25 minutes, quoi. où tous les artistes viennent sur un même label en général. Ouais, enfin là pour James Brown, lui, il était Ouais. déjà suffisamment gros pour être indépendant. Et l'Apollo, qu'est-ce que tu peux dire sur cet album alors du coup Bah, c'est un medley et il y a une phase qui est complètement un medley Mm. où ça enchaîne tac 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 à fond les manettes. voilà, que ça témoigne d'une musicalité. Peut-être que c'est un des premiers disques, je pense, qui fait comprendre, notamment aux jazzeux, que dans la pop musique, dans ce qui est de la musique chantée, qu'il y a une vraie musicalité dans la musique chantée un petit peu populaire. Et qui c'est sûrement un des premiers disques qui fait prendre la pop musique au sérieux, je pense, Ouais, dans ces milieux-là. et je pense aussi que c'est un des premiers live cultes en fait, parce que ça doit sortir, le live doit dater de 62, 63. Oui, mais une fois de plus, le live était, et il faut quand même pas oublier que le live à la base était quand même un support assez courant Ouais. dans le milieu du jazz. Ouais, carrément. Et là encore, c'est le live, mine de rien, dans les années 60. À tel point qu'il y a des faux lives de Chuck Berry, des faux lives de Little Richard, etc., où tu rajoutes juste des applaudissements, Voilà. parce que le phénomène d'excitation en fait, du Mm. public fait que ça donnait une dimension sexuelle un peu plus grande à Mm. à la performance, hein, on peut dire les Voilà. choses comme ça. Donc c'est marrant, tu vois, en numéro 10, on a choisi le même artiste Et ben voilà. sur des époques différentes, mais enfin bon, voilà, C'est pas peu la importe. première fois, je pense, C'est vrai hein. qu'en termes d'albums connus, etc., il y a l'Apollo qui est le plus célèbre. Et après, pour un côté un peu plus snob et musical et la qualité d'enregistrement, je vous invite vraiment à aller écouter ce Houston 68 qui est une boucherie sans nom. Mais allez sur YouTube, regardez les Olympias, ils sont quasiment complets et c'est formidable. Hein. Donc n'hésitons pas à y aller sans modération. Donc mon numéro 9. Voilà ton numéro 9, Benjamin. Et ben Jimi Hendrix à Montrait. Ah, c'est marrant. Putain. Bah écoute, tu te rends compte, c'est mon numéro 6. Bah, Voilà. ah ouais, non, mais- ouais, ouais. Ça fait 2. Tu vois, on n'est pas très heureux. Il y en aura beaucoup. En même Ouais, temps, je pense sur les pas, années hein. 60, tu crois, toi, tu dis ça avec un petit ton, là, il faut relancer un peu la machine. Non, non, mais c'est Ah vrai. bah, montrer d'Hendrix qui restera. J'ai hésité, hein, moi, pas avec Hendrix, j'étais sûr de le mettre. Mais il y a une autre performance qui est formidable, celle de Winterland. Je vous invite à aller écouter le podcast sur Jimi Hendrix où j'en parle C'est vrai. avec Xavier. Mais montrer, enfin, je sais pas si tu as cité ça pour ça, mais pour la qualité des reprises, notamment de Rock Me Baby et de Like a Rolling Stone, qui sont parmi les plus grandes covers de tous les temps, quoi. Ouais, non, mais je sais pas, moi, c'est juste. Toi, tu penses au disque ou tu penses au film de Penn Baker? Bah non, à tout, c'est juste, Ouais. c'est juste une des seules occasions en live où j'ai vraiment un vrai plaisir à voir Hendrix, quoi. Ouais, où, bah, de toute où- façon, où il me perd pas, quoi. Ouais, et finalement, surtout en vidéo, il y a pas beaucoup d'autres témoignages de cette qualité. Hein. On voit Hendrix avec un sourire, puis il faut se rappeler quand même que c'est aux États-Unis, c'est son retour aux États-Unis, après avoir été célébré en Angleterre, et c'est la première fois qu'il revient aux États-Unis en tête d'affiche, et il y a cette fameuse histoire où il tire à pile ou face pour savoir avec les Who qui passera en dernier, parce que personne ne voulait passer après l'autre, et qu'Hendrix perd le pile ou face, et du coup il y a cette scène d'anthologie où Hendrix finira par brûler sa guitare, ce qu'on n'entend pas dans le disque, mais n'hésitez pas, parce que même la version de Can You See Me, qu'on voit que partiellement dans le film, enfin le concert est absolument génial, et jamais l'expérience a été aussi bien enregistrée, et Hendrix aussi bien accordé et bien dans ses bottes. Hein. Donc je te suis parfaitement sur ton numéro 9 qui est mon numéro 6. Voilà. Donc du coup c'est mon numéro 9 Ouais. qu'on va mettre en valeur. J'espère quand même qu'on va avoir plus de 10 albums. C'est, moi en 9, je pense pas que tu l'aies mis celui-là, j'ai mis quand même Absolutely Live, un album des Doors. Qui est un peu à ne pas confondre avec l'Absolute Live de 82 de Rod Stewart, mais c'est un album magnifique des Doors qui est réapparu dans plusieurs versions qui peut s'appeler aussi In Concert. Donc je mélange un peu toutes les éditions, mais vraiment un super live avec des versions avec des medleys aussi, puis des versions de Little Red Rooster avec John Sebastian à l'harmonica, une version évidemment incroyable de The End.
Dead, Dead Rats, Dead Cats, ces espèces de reprises de Break On Through, et tous ces morceaux, Roundhouse Blues, enfin vraiment qui montraient que les Doors sur scène c'était quand même une grosse machine américaine et que ça jouait super bien, et que Morrison était encore vachement dans ses baskets, et voilà. Et limite, c'est un des albums des Doors que j'ai le plus de plaisir à réécouter, hein, vraiment gros disque. Moi, je l'avais dans une version, je pense que c'était pas Absolutely Left, c'était In Concert. C'est un double CD, il y a une reprise de Gloria qui est géniale aussi. Donc je vous invite vraiment à redécouvrir ce disque. Là, je fais ça de mémoire, donc il y a les tubes et puis il y a pas mal de super bonnes covers. Et un groupe, voilà, un groupe au sommet. Et plutôt en bonne forme, pas trop sous acide ce soir-là. Donc voilà, parce que on parle des Doors, d'Hendrix, il faut quand même bien se dire que la plupart des concerts étaient souvent chaotiques et que les mecs n'étaient pas en état de jouer, hein. Hendrix, il y a des tonnes d'exemples. Je vous invite à taper Hendrix Stockholm 69, vous allez voir que Hendrix n'avait pas envie de jouer, hein. Ou l'île de White 70, c'est une catastrophe aussi, hein. Et les Doors, c'était aussi souvent le cas. Morrison ne se pointait pas ou était trop ivre pour pouvoir être en état de donner un spectacle de qualité. Donc vraiment, on est sur de l'Amérique, hein, pour l'instant. Hendrix, même s'il est révélé en Angleterre, on a cité James Brown, et donc mon numéro 9 qui était les Doors. Benjamin, ton numéro 9. Non, mon numéro 9, j'ai donné, c'était Hendrix, donc mon numéro 8. Ouais. Ça va être les Yardbirds. Ah, tu l'as, lequel, le 5 Ouais. Ah ouais. Ah, c'est marrant parce qu'en préparant l'émission, je l'ai réécouté. Bon, j'ai malheureusement barré, mais je suis content que tu l'aies mis. Bah tu oui, peux dire là-dessus. Eh ben, avec Clapton, donc avant le donc succès voilà, de For Your Love et tout. absolument. Parce que c'est avant tout un magnifique témoignage de ce qu'a été la scène blues du Marquis. Complètement. Et ça va être le seul témoignage qui va dans ce sens, hein. Absolument. Donc voilà, témoignage historique extrêmement important de cette période-là et de cette effervescence de la scène anglaise, de cet amour que les Londoniens, parce que c'était un phénomène extrêmement londonien quand même, il ne faut pas oublier ça. En province, le blues était vraiment vu comme un truc de snob et pas viable, hein. Et il n'y a vraiment qu'à Londres que le blues pouvait éventuellement être viable, et c'est pas pour rien que c'est uniquement de Londres dont sont venus les principaux groupes de blues, alors à l'exception évidemment peut-être quand même des Animals qui venaient de Newcastle, mais Il y a des très bons lives d'Animals aussi. Enfin bref, que j'ai pas cité, mais parce que c'est vrai que, est-ce que je t'ai coupé, excuse-moi, mais c'est parce que j'essaie de réfléchir à quel genre de témoignage de qualité audio à peu près correcte on avait de cette scène British Blues, et franchement, je pense que le Five Live Yardbirds, en termes de qualité, c'est presque plus proche des enregistrements de la BBC. Enfin, je veux dire, c'est assez clair, il n'y a pas trop de cris. oui. C'est vraiment clair. Il y a Louise comme reprise. Le premier morceau, c'est un morceau de Chuck Berry, j'ai oublié lequel c'était. Je crois que c'est Too Much Monkey Business comme l'album. Enfin, faudrait que je vérifie, mais oui, c'est cool que tu l'aies cité parce que j'ai dû le rayer voilà. Malgré tout. Donc ça, c'était ton numéro 8 ? Absolument, à toi. Donc du coup, moi, mon numéro 8, si je dis pas de bêtises, je reprends mes petits papiers. Ouais, donc mon numéro 8, c'est un peu de bâtard. C'est Wheels of Fire, qui est un double album de Cream, où la quatrième face est un live où il y a la version de Crossroads et d'autres morceaux en live qu'on peut associer aussi avec Goodbye Cream et le Live Cream. Enfin voilà, tout ça pour un peu montrer ce qu'était devenu le rock'n'roll à la fin des années 60 et la création des power trio avec souvent des compos peut-être un peu légères qui se transforment au bout de 1 minute 45 en jam un peu interminable, solo de batterie, solo de basse, solo de guitare, tous en même temps, mais qui sont quand même hyper importantes à mes yeux parce qu'ils représentent une époque quand même particulière. Et à voir absolument le documentaire qui s'appelle The Farewell Concert, où tu as les images du Royal Albert Hall, où c'est d'ailleurs Yes qui faisait la première partie, où il y a version de Sunshine of Your Love magnifique, Clapton qui était beau, et puis bon voilà. Après c'est vrai qu'au niveau des compos avec le recul, moi j'ai adoré Cream à l'adolescence, mais bon il n'y a peut-être pas autant de compositions de trésors quoi, enfin à part peut-être 5-6 morceaux, ce qui est déjà énorme. En 2 ans ils ont 2-3 ans de carrière, hein, donc
Mais vraiment, voilà, Wheels of Fire, rien que pour la version de Crossroads, mérite d'être cité. Moi, en tout cas, dans ma liste des grands lives des années 60, et voilà, j'ai choisi Wheels of Fire pour son côté romanesque à quelque part et son côté déjà jam interminable. Et voilà, enfin, vraiment. Et le Live Cream, en fait, tout ça un peu de la même époque, hein, ça a duré 2 ans. Donc voilà pour mon numéro 7 ou 8, je sais plus déjà. Mais en tout cas, je sais que mon non, c'était mon numéro 7 et mon non, non, t'as raison, c'était mon numéro 8. Donc j'ai pas encore dit mon 7. Donc vas-y, je t'en prie. Eh bien, mon numéro 7 à moi, ça va être Led Zeppelin avec l'Olympia 69. Ah putain, bravo, t'as réussi à casser Led Zepp en... Publié sur la réédition Ouais. du premier album. Ah, je veux bien que tu m'en parles un peu parce que je le connais pas, tout simplement. Bah voilà, c'est excellent, formidable témoignage, vu que bah en fait, disons-le un petit peu crûment, on s'est quand même un peu fait arnaquer sur la campagne de réédition des albums de Led Zeppelin. Alors certes, les disques sont très bien remasterisés, etc., etc. Enfin, vachement moins que pour les Stones des années 60. Mais Enfin, bref. oui, écoute, Ouais, non, bref. mais les Stones, on va pas leur jeter la pierre parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas accès à tout ça pour s'occuper de ça Mais eux-mêmes. juste petite question, l'Alberto qu'il y a dans le DVD, c'est 70. D'accord, d'accord. C'était juste une précision. Donc, bah, mais en même temps, ta question est pas si incongrue que ça, puisque c'est plus ou moins ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on C'est là a qu'il y a déjà les entendu. deux albums sortis. Il y a Who Lotta Love à l'Olympia. Non. Ah. Non, c'est juste sur le premier album, l'Olympia. Ah oui, Il voilà, y a donc c'est quand même une différence. il y a Ouais. uniquement le premier, non, c'est vrai. Il y a uniquement le premier album qui est sorti. Et bah voilà, ça permet, c'est vraiment un témoignage assez fabuleux de Led Zeppelin dans ses premiers moments, sur cette fin de Yardbirds et sur vraiment le groupe qui était déjà complètement en place. Et enfin, c'est déjà complètement fascinant, quoi. Ouais, C'est ouais. déjà. Pourtant, ils sont vachement sur une base de reprise de blues assez. Enfin, j'imagine que. Enfin, je le connais pas, je l'ai dit honnêtement. Ils doivent jouer You Shock Me, All C'est Night ça, Long, ils doivent c'est ça. jouer bah, les reprises de Days and Confused qui étaient déjà jouées à la fin par les Yardbirds. Oui, et puis il commence le concert par juste l'intro de Good Times Bad Times, enchaîné à Communication Breakdown. Ouais, putain, ouais. Mais voilà, quoi, déjà il commence le truc et c'est fini, quoi. D'ailleurs, en témoignage- La messe est dite, quoi. En témoignage vidéo, il y a cette archive de la télé française où, tu sais, c'est même dans le bonus du DVD Led Zepp qui était sorti il y a une vingtaine d'années 2003. maintenant. Oh non, bien avant, Si, c'est le premier DVD que j'ai eu. 2003, J'ai eu en même temps que Saint-Louis. 2003. Bon, d'accord. Non, t'as raison, je confonds avec The Song Remains the Same. Où on voit une audience médusée devant des versions de Days and Confused mal Voilà. enregistrées, etc. Voilà. Et l'Olympia, c'est vrai que ça me donne envie parce que c'est vrai que je ne le connais pas du tout. Ah tu bah, vois, c'est le trésor des rééditions De Led Zepp, ouais. tous les albums de Led Zeppelin D'accord. et tout ça. Et du coup, comment c'est en format? C'est-à-dire qu'il faut acheter le gros coffret pour avoir Non, l'Olympia? non, non, faut acheter juste Le 1. l'édition Deluxe de Led Zeppelin numéro 1. Et Donc le deuxième? tu as le premier album de Led Zeppelin Ouais. qui est un chef-d'œuvre en premier disque. Ouais. Et un deuxième disque, tu as le live de l'Olympia. D'accord, ok. Eh ben, écoute, je crois que je vais faire une petite commande Amazon Voilà. de ce pas. Je vais faire court sur mon sixième, puisqu'on en a parlé, c'était Monterey de Hendrix, évidemment. Donc, on passe à ton numéro 5, Benjamin. Mon numéro 5, eh bien, On va peut-être un peu muscler le jeu, là. numéro 5, ce sera Jacques Brel. bravo. L'Olympia 64 de Jacques Brel. Jack Brel. Donc il y avait le choix avec aussi l'Olympia 61 qui est assez magnifique. Alors, tout ça, ça sort en LP, hein. Bien sûr. Non, je demande. Hein. Évidemment, en LP. Il y a des vidéos qui sont notamment la vidéo des adieux à l'Olympia de Brel en 66. Enfin bon, voilà. Oui, Quoi. oui. Évidemment, ça sous-entend que tout ce qui est connu de Brel en live est complètement indispensable. Bah, Mais bon, interprète je pense par défaut à l'Olympia 64 uniquement parce que c'est le seul enregistrement dont on dispose de Amsterdam, Ouais. notamment. Et donc rien que pour ça en fait un enregistrement Il y a historique. Jeff aussi sur celui-là? Oui, Ouais. il y a Jeff, il y a au suivant, il y a les Bourgeois, Ouais. extraordinaire version des Bourgeois.
bon, voilà quoi, la bête de scène qu'était Brel, Non, et mais puis ça, c'est vrai ensuite que l'impact qu'il aura sur les Anglais aussi à la fin des années 60, lorsque Mort Schumann en fera une comédie musicale à Broadway, et surtout que Scott Walker reprendra les chansons de Brel sur ses 3 premiers albums solo qui sont des chefs-d'œuvre, mais ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler à Bah, un autre j'espère, moment. ouais. Voilà, en tout cas, ouais, beau choix. J'ai du français dans les autres décennies, mais Ah, là, dans les 60s, attends, c'était difficile. C'est vrai que j'aurais peut-être pu sacrifier un petit club. Enfin bref, du coup, on en est à mon numéro 5, et en fait, j'ai choisi un album qui est sorti un peu après, quand même, qui s'appelle Velvet Underground Live, le fameux live avec une espèce de culotte dégueulasse qui est daté de 69. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, je ne sais pas où oui, c'est oui. enregistré, mais en tout cas, rien que pour la version de Pale Blue Eyes et de la pureté de ce live, Mm. et voilà, enfin, je veux dire, c'est incroyable, et ça peut paraître bizarre, parce qu'en termes de performance énergétique et tout, c'est peut-être pas le meilleur exemple du monde par rapport à tout ce dont on a tout parlé, mais voilà quoi, enfin, je veux dire, ouais, c'est assez sublime la simplicité du concert et par rapport à d'autres lives qu'il y a d'ailleurs genre je pense au live at Max Kansas City Mhm. qui est des années 70 et les musiciens sont assez justes tout le long, ce qui est assez rare pour être souligné, et vraiment bah voilà, on a une impression de petite démo de chaque morceau joué de façon super simple et superbement interprété, même si l'enregistrement est un peu bon, le son n'est pas dingue, je sais même pas, ça doit être enregistré devant quoi, de 30 pelés quoi, enfin Ah oui, c'est oui, pas oui, du tout des complètement. gros concerts, on Ah est bah loin non. des filmoresques Mm. de Bill Graham, mais non, non, vraiment, celui-là, moi, il me fascine complètement, et je trouve que c'est même une porte d'entrée au Velvet qui est vraiment pas négligeable, et c'est pour ça que je l'ai placé assez haut dans mon top, Benjamin. Merci Antoine. Je t'en prie. Eh bien, moi, mon prochain, ce serait le numéro 5. Eh ben oui, puisque c'était mon numéro 5 moi. Eh bien, parlons des Rolling Stones. Oh, je connais pas. Les Rolling Stones, et moi, évidemment, mon choix, assez évident quand même. C'est quand même la merveille qu'on a eu la chance de découvrir Récemment, hein. trop récemment. Ouais, Hein, c'est évidemment ces enregistrements live qui datent de 65. 65, Ouais, qui sont parus lors de la réalisation de Charlie is My Darling. Et exactement. là, Alors ça, voilà, la quintessence totale des Rolling Stones pour moi, quoi. alors, je suis d'accord avec toi. Le problème pour se procurer ce bijou, c'est qu'il faut acheter le coffret super de Bon, luxe. enfin, c'est dispo sur Spotify Voilà, donc, aussi, hein. donc c'est dispo sur Spotify, mais bon, pour les gens qui aiment bien avoir les objets, ce qui est mon cas, je me suis toujours dit, putain, j'ai presque envie de mettre 80 balles, tellement que Benjamin a raison de le citer. Et donc, ça représente un concert complet des Stones en 65, comme il existe des bootlegs de l'Olympia, par exemple. Mais là, c'est formidable, quoi. Enfin, Bah là, c'est oui, t'as le c'est. set, composé à 70% de reprises, hein. Il doit y avoir juste Bah oui, Satisfaction et The Last Time mais en compo. Ouais, en live, c'est vraiment là qu'on a les Stones dans leur plus pure pureté, et pour comprendre pourquoi ça marchait au début et pourquoi il y a eu un déclic, quoi. Ce qui est assez génial, c'est que ils ont vraiment été là à ce moment-là méga puissants en live, et que c'est ensuite qu'ils ont compris comment se démerder en studio, ouais, ouais, et qu'ils ont eu juste après avoir développé cette grosse machinerie-là en live, ouais. enchaîné cette fabuleuse T'as raison, c'est Hambourg 3 ans après, en voilà, mais fait. cette fabuleuse série de singles en gros, Satisfaction, Get Get Off Off of My My Cloud, Cloud. Painted Black et 19 Blues Ouais, Breakdown, ouais, qui est pour moi l'espèce de chaîne de singles complètement magique, quoi, que les Stones, on peut même pousser jusqu'à Let's Spend the Night Together. Et ouais. voilà, quoi. Ouais, on peut pousser plus loin, mais bon. Ouais, bon. Mais bref, là vraiment, on a vraiment une espèce de quintessence des Stones, là ils touchent au génie, et c'est complètement fabuleux, Et quoi. puis là, vraiment, le son est hyper cleané. On entend vraiment le groupe jouer, les guitares sont bien présentes. Il y a encore Brian qui joue beaucoup de guitare, contrairement aux tournées de Ah ouais. 66-67. Vraiment, il y a Got Life If You Want It, qui est un témoignage de 66, mais qui est complètement fake.
et qui est pas vraiment représentatif si vous Ah ouais, creusez un peu. oui, Alors que là, vous bien avez sûr. vraiment un concert complet. Et le meilleur exemple, je vous invite à aller écouter juste pour vous donner une idée, la version Down the Road de Peace qui doit durer 1 minute 40, un truc comme ça. Et là vous comprenez l'essence des Stones et la façon dont ils ont de se réapproprier le rock de Chuck Berry, hein, et Off the Hook, Around and Around et tout. Enfin, c'est pas moi magnifique. qui l'ai cité, ça m'arrange que tu le cites parce que C'est je vais magnifique. évidemment parler C'est d'un magnifique. album des Stones plus tard. Ouais. Que voilà, donc vous me direz tous, ben merci Mérijo d'être Un là. peu Et surestimé. garde bien le nom de l'émission comme Mais elle bon, est. Ou petit lapin. Et du non, coup, mais tu là, vois. vraiment, si vous voulez les vrais Stones, écoutez ça. Non, mais de toute façon, si vous voulez les vrais Stones, on en parlera dans toutes les décennies parce que les Stones sur scène, ça reste ce qu'il y a de mieux quand même. Ah bon? Je tiens à le préciser. C'était ton numéro 5, petit lapin. Oui. Donc mon numéro 4, là pour les lives, on est moins, c'est pas pareil que les chansons parce que je pense que mon numéro 4 sera son numéro 1. Je vais parler d'un CD qui s'appelle Dylan Live 1965. Ouais, ça s'appelle. Non, c'est 66 pourtant, mais. C'est le fameux live qui n'est pas enregistré au Royal Albert Hall, mais qui est à Manchester, mais qui est ressorti. 98. Voilà, c'est ça qui est ressorti, j'allais dire récemment, mais. Enfin, ce qui est sorti, qui est sorti récemment par rapport à la date du concert. Donc, où tu as Dylan qui. Bah, tu vas en parler mieux que moi, c'est ton numéro 1, j'ai pas tort, j'en étais sûr. Bien sûr. Donc où tu as une moitié de set acoustique et l'autre moitié avec une partie du band. Je dis une partie parce qu'il n'y a pas encore Livonel, mais pour moi ça fait... Non. Livonel est parti Oui, de il The est pas Band. sur- Oui, Voilà, Livonel c'est juste ce faisait... que je dis. Non, Livonel faisait partie de The Band avant qu'il a tourné avec Dylan. Il est resté aux États-Unis, il ne voulait pas participer à ça. Ils ont un batteur qui s'appelle Mickey, je sais plus comment, qui est là pour la tournée avec Dylan. Et Livonel me reviendra ensuite D'accord. par la suite. Alors du coup, est-ce que ça fait partie de ce qu'on voit un peu dans le film de Penn Baker ou pas, que j'ai racheté en Blu-ray et que je l'ai pas encore ouvert? Donc Look Back? Ouais. Ah bah pas du tout. Non, c'est l'année d'après du coup. Pas du tout, parce 66. que là, le film de Penny Baker en 65, c'est la tournée solo de Dylan, la première tournée de Dylan en Angleterre en D'accord, 65, mais 66. et sur laquelle il fait les concerts en solo total. D'accord, et c'est en 66 où les gens sont scandalisés qu'il y ait une moitié Absolument. du show qui soit Voilà. avec... Bah voilà, justement parce que il y a le groupe il est- américain, il qui était est venu- canadien en fait. Mais... il était venu l'année d'avant en solo, et c'est comme ça que les gens s'attendaient à le voir, et ils n'imaginaient pas Dylan autrement. Bon, que mais en puisque c'est solo. ton numéro 1, qu'est-ce que tu peux dire? Pourquoi c'est ton numéro 1 et pourquoi pour toi c'est une performance qui est au-dessus de tout ce qu'on peut citer? Ah bah oui, c'est même Enfin, pourquoi? pour moi, c'est même, autant le dire clairement, c'est même le meilleur album live de tous les temps, quoi. Voilà, bah non, mais justement, bah, du coup, vas-y. Voilà, c'est vraiment. Vas-y, quoi. C'est vraiment le. Bah, c'est un des plus grands artistes à la fois au sommet de sa maîtrise de la planète pop, mais en plus de ça, on n'a jamais eu un témoignage pareil d'un artiste complètement libéré de toute contrainte. Ouais, Et c'est ça en fait qui est assez magnifique, c'est qu'il n'est pas contraint par une étiquette à honorer, il n'est pas contraint par une mode à laquelle se plier, etc. Il invente juste ses propres règles, et il vient même très volontairement, ce que Dylan d'ailleurs fait encore jusqu'à aujourd'hui en 2018 quand même. et on a nos places pour le Grand Rex, je tiens à le préciser. Il vient même déjà pervertir ses propres chansons en jouant dans le set acoustique des chansons qui sont enregistrées de façon électrique, en jouant de façon électrique des chansons qui sont enregistrées de façon acoustique. Enfin bon, c'est une anarchie totale. Il ne donne pas au public ce qu'il veut entendre. Donc c'est quand même déjà une preuve de bravoure complètement incroyable. Contrairement à tout le monde qui faisait vraiment le strict minimum. Évidemment. Et donc voilà quoi, Dylan invente ce qu'il n'a cessé de faire depuis d'ailleurs. Enfin, il invente, non, il ne réinvente pas, il fait ce qu'il estime devoir faire, c'est-à-dire il fait le troubadour, quoi. Ouais. Il fait le musicien qui a ses chansons, qui donne la lecture des chansons qu'il veut et qui se soustrait à toute contrainte commerciale, de promotion, etc. Il s'en fout complètement. Il est là, c'est take it or leave it, et c'est voilà, quoi. Ouais. Et voilà, ces enregistrements sont
Là, il est dans une maîtrise parfaite de l'aspect instrumental, de l'aspect chanté. On le sent complètement possédé sur la partie acoustique, sur la partie électrique. Le band le suit en jouant ils jouent leur partie sur leur instinct, mais en même temps ils suivent Dylan. Enfin, c'est quand même une alchimie complètement dingue. Et puis en plus, écouter ce public complètement hostile derrière, etc. Là, tu l'entends sur la bande, ouais. C'est fascinant. Enfin bon, c'est ça un vrai live, quoi. C'est pas un live promotionnel, c'est pas un live de célébration, Ouais, c'est une performance. c'est pas le cirque en visite dans ta ville, quoi. C'est le mec qui est là. Et, Alors, comment on se le procure ce truc-là? Parce que moi, à part le trouver sur Discogs en CD, on le voit assez peu dans les disquaires, à Gibert, etc. Il est pas. Si, pour toi, il est trouvable, c'est moi qui délire? Ouais, ouais, enfin, je sais pas, il a été sorti assez. Bah, il y a longtemps qu'il est assez, sorti en et je te dis qu'il est 98. pas, il est pas si facile à Ah trouver. bon, Hein, je sais pas. Enfin bon, moi je l'avais. Ouais, non, J'ai dû l'acheter, je me souviens l'avoir acheté d'occasion, genre en 99 Ouais, ou voilà, 2000. bah voilà, c'est ça. Tu l'as acheté d'occasion en 2000. T'imagines aujourd'hui de le retrouver, ça n'a pas été réédité ni rien. Voilà, enfin, après, j'imagine que sur Discogs et sur Amazon, il y a moyen. Faut avoir les bons goûts au bon moment, Ouais, bah, moi j'ai des mauvais goûts au très bon moment. Du coup, c'était mon numéro 4, dont je suis content que tu en aies parlé, puisque c'était ton numéro 1. Donc, on passe à mon numéro 3. Et je vais parler de peut-être. Bon, c'est qu'en numéro 3, mais c'est peut-être le plus bel acte qui a vu le jour dans les années 60, c'est bon. Otis Redding. Et donc, c'est mon numéro 2. voilà, donc, C'est mon numéro 2. et donc voilà. je vais parler de Live in Europe parce que c'est le live officiel de la tournée, mais je vous invite juste à taper Otis Redding Olympia 67 dans YouTube et juste regardez ce qui se passe. Otis Redding dans cette vidéo est surmixé, ça dure 25 minutes, c'est une performance absolument incroyable. Pour vous dire les choses clairement, il a un python dans le froc, son sexe est apparent, poutre apparente, et il envoie, on dirait qu'il a une pédale de distorsion branchée directement dans la gorge, et c'est le meilleur showman, c'est le meilleur chanteur. Allez-y, écrivez-moi pour me dire qui chante mieux que ce mec-là, qui chante mieux. Mais James Blunt à côté, il est bien numéro 10, il est bien au fond, c'est du spectacle. Prince, Michael Jackson, tout ça, je sais pas pourquoi je cite que des blacks, Van Morrison et Rod Stewart, ben voilà, juste venez à la maison et venez écouter Live in Europe avec nous et allumer une bougie et prier parce que Otis Redding c'est ce qu'il y avait de mieux. Je vais citer quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi pour avoir... parce que là je parle bien en étant un peu agressif, etc. Bill Graham qui faisait venir tous ces artistes américains sur ces scènes du Fillmore, que ça soit ouest ou est. À l'époque, je crois que c'était plutôt sur la côte californienne. Voilà, il a une anecdote géniale, c'est que voilà, il s'est retrouvé le cul sur la scène à regarder Otis et jamais dans sa carrière de promoteur il a vu quelque chose d'aussi fort, d'aussi pornographique. Il le dit complètement comme ça, une espèce de relation qu'avait Otis avec les nanas qui étaient devant, et puis un mec super simple qui faisait ses 25 minutes de show, qui sortait de scène, et Bill Graham était tellement impressionné qu'il allait le voir et qu'il lui a dit mais qu'est-ce que t'as besoin de quelque chose, et Otis a dit ouais, juste si tu peux nous trouver des Sprites, la boisson, je serais super content, des Sprites bien froids. Et Bill Graham, en plus, c'était une panne de glace dans toute la ville à l'époque. Et il a dû galérer pour lui retrouver ses Sprites qu'il lui a ramené dans une espèce de glacière. Et Otis était super content. Enfin, c'est une anecdote pour dire qu'il faisait 25 minutes de set, c'était le meilleur. Et que c'était d'une douceur et d'une gentillesse. Et que vraiment la vie est injuste. Et qu'après l'assassinat de Lennon, c'est la plus grande injustice que ce crash d'avion qui a eu lieu quelques mois après. Et qui nous a privés de sûrement des compositions formidables qu'il aurait fait, parce qu'il faut quand même rappeler qu'Otis Redding écrivait la plupart de son répertoire, ce qui n'était pas du tout le cas de ses performeurs issus de... Avec Steve Cropper. Avec Steve Cropper, non mais d'accord, mais enfin, des These Arms of Mine, voilà, enfin, Try a Little Tenderness, enfin bon, voilà, je vais pas faire un podcast, je vais pas faire un podcast sur... non, mais je vais pas faire un podcast sur Otis, mais j'aurais envie, mais enfin voilà, Otis Forever, quoi. Et en numéro 3 seulement. Ton numéro 3, Lapin? Enfin, c'est un peu perdu quelque part, mais bon, bref. Bah non, c'est pas prévu. Bon, moi, mon numéro 4, c'était Dylan, c'était ton numéro 1, et donc il te reste 3 et 2. Ben non, mais non, parce que 2 c'était Otis.
Donc, Ah bah, tu vois, voilà. en Donc, fait, enfin bon, bref. et Donc, donc, top les 3, Kings, alors. les Kings. Ah, le Kevin Hall? Voilà. Ah, mais je l'ai pas mis, c'est cool. Ah bah voilà, ouais, voilà. Alors, bah voilà quoi. Bah non, C'est juste pour dire que c'est le meilleur groupe du monde. bah absolument, absolument. Enfin, voilà, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais qu'est-ce qui te marque particulièrement sur cet album? Bah Moi, il y a un truc qui me marque sur cet album, si je peux me oui, permettre. vas-y. C'est l'espèce de début de disque, tu poses le vinyle, et il y a bien 45 ou 50 secondes, hein, vous me direz si je me trompe, où il n'y a rien, espèce de bruit, etc. Et, tout le monde s'accorde, etc. Et d'un coup, je pense que l'album commence par Till the End of the Day. Et puis il y a cette intro, ce son de probablement Dave Davis qui attaque, voilà, comme un riff, sa marque de fabrique. Et là, on part sur une furie terrible avec cette version de Till the End of the Day. Et je crois qu'il y a Sunny Afternoons en face B aussi. Bah oui, Ouais, et puis une fois de plus, les Kings. 67, hein, le live. Ouais, Hein. mais puis les Kings, voilà, une fois de plus, c'est des compos, quoi. Et pourtant, c'est marrant de citer ça parce que c'est pas un groupe. Bon, c'est un groupe qui a été interdit, on en parle dans le podcast. Je vous réfère au podcast Kings, mais qui a pas du coup été célèbre pour ses lives. Il y a très peu de choses si vous tapez sur YouTube. Si vous avez quand même une performance complète des Kings en France, voilà, la mutualité que je vous invite à aller voir. Mais c'est 65, donc ils n'ont pas encore tout cet attirail Sunny Afternoon, etc. Mais c'était assez musclé, quoi. Bah non, mais c'est ça qui est incroyable. De toute façon, les Kings, c'est les grands oubliés. Enfin, c'est les grands oubliés ou petits oubliés, parce que quand même, ça va, quoi. Les gens s'en souviennent, etc. Mais il faut quand même vraiment, 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 une fois pour toutes, rétablir cette injustice qui rabaisse toujours les Kings au niveau historique, alors que c'est un groupe fondamental de l'histoire des années 60. Je pense que pour nos followers, ils ont bien. Bah oui, mais ça. c'est juste indispensable. Ouais, non, en plus, le live, non, la main et le live est bien, mais je pense que ce que tu as oublié dans ta liste, c'est de parler des Beatles. Bah non, mais justement, c'est mon numéro 3. Mais là, c'est mon numéro 4, mais il y a eu un truc. Ouais, voilà, c'est là où tu as bugué, parce que moi, c'est mon numéro 2, du coup, si j'ai Moi, bien c'est mon oublié. numéro 3, donc allons-y, parlons des Beatles. Bah, de toute façon, on parle des Beatles, parce que moi, il me reste 2 et 1, c'est ça, puisque Voilà. mon 3, c'est. Les gens vont commencer à s'y perdre un peu, mais. Voilà, mais c'est pas grave. Si, mon 3, c'était Otis, donc mon Voilà. 2, c'est les Beatles, et j'ai pris le Hollywood Bowl, pour exemple, Bah parce que c'est le seul témoignage, album sorti en 77, si je dis pas de bêtises. Mais moi que j'avais gamin et qui est ressorti là il y a pas longtemps avec la pochette d'Eight Days a Week. Honnêtement, je lui préfère largement le pressage de 77, bien que le son était un poil restauré. Mais moi, je veux surtout vous dire, quand on vous dit les Beatles sur scène, c'était quand même pas un groupe de live. Je vous dis, c'est juste, vous y connaissez que dalle et vous avez jamais été mettre une oreille sur quoi que ce soit. Alors je vous invite à écouter le Hollywood Bowl bien sûr, mais si vous voulez vraiment la quintessence des Beatles sur scène, vous tapez Beatles, New Musical Express 64, et là juste vous fermez vos putains de gueules et vous m'envoyez des crottes de chiens par la poste si je me trompe. Je veux dire, il y a 5 titres, il y a 2 morceaux de Lennon d'entrée, qui met tout le monde à sa place, et Paul qui finit le travail en terminant tout le monde. Ils doivent, je crois, de mémoire, c'est Twist and Shout d'entrée, You Can Do That, et ensuite Paul qui enchaîne Can't Buy Me Love et Long Tall Sally. Il m'en manque une, il y en a 5. All My Loving Non. Enfin bref, c'est un peu le répertoire de façon qu'il faisait, même si le répertoire a pas mal bougé entre 63 et 66. Et voilà, bon, j'avoue, il y a une grosse perte de vitesse des Beatles. Si vous référez au live au Japon, etc., vous pouvez dire que les Beatles, c'était pas un grand groupe de live. Non, mais même. En 63, 64, juste. Non, mais écartez-vous. Même sur le Hollywood Bowl, moi je fais une distinction. Alors le Hollywood Bowl, il y a deux, il y a 64 et 65. C'est pour ça, 64 est largement au-dessus de 65 de toute façon. Moi je trouve. Je trouve vraiment que les Beatles, l'apogée des Beatles, là où ils sont vraiment incroyables sur scène,
c'est sur toute la période du printemps-été 64. Ouais, c'est ça. Moi, je suis La d'accord. printemps-été 64, Voilà, je les avec trouve, l'Australie, etc. voilà, Alors, ils sont exceptionnels. non, mais là, Ils c'est. sont exceptionnels. Et la version notamment sur le Hollywood Bowl, la version de All My Loving Oui. Hollywood Bowl Ouais, est mais qui est de exceptionnelle. 64, t'as raison. Parce qu'elle est bourrée d'adrénaline, mais c'est magnifique. Ouais, mais ça marche même sur les morceaux de 65 comme Help et tout ça, quoi. Ouais, Mais c'est vrai que si vous regardez le Palais des Sports, là, on parle vraiment entre spécialistes. Il y a un truc où il y a une petite lassitude qui Ouais. se sent dans leur jeu. Ouais. Alors qu'en Ouais. 63-64, il y a encore Ouais. cette adrénaline de Ah, faire ouais, ce qu'ils ouais. font, qui est juste Ils ont merveilleuse. l'étoile dans les Eh yeux ben, quand ils jouent. D'ailleurs, je parle du NME, donc c'est le concert annuel 64. Regardez Washington 64, c'est aussi, exactement la même chose, hein, avec un répertoire un peu plus daté du coup, parce que c'est plutôt c'est en février. Ouais. Mais voilà, enfin, le Beatles, je veux dire, ils déboîtent les Stones, ils déboîtent les Kings, ils déboîtent les Who, ils déboîtent tout le monde. Arrêtez sûr. de penser que les Beatles, c'était pas un grand groupe de live. Les Beatles, ils arrivent, Ringo, la batterie bouge, enfin, c'est bonhomme avant l'heure, quoi. Enfin, franchement, je me permets vraiment d'être un peu vindicatif et énervé parce que j'ai toujours entendu, c'était pas un grand groupe de live. Bah oui, bande de cons, ils n'ont pas eu le temps d'enregistrer Get Your Eyes Out, hein, ils se sont arrêtés en 66 et puis ils étaient épuisés. Et c'est vrai que je vous l'accorde, les concerts de Tokyo en 66 et la tournée américaine, voilà, ils en ont marre et puis ça traîne. Mais 63, 64, et je pensais d'ailleurs que tu allais mettre le Star Club, qui aurait été un bon exemple. Bon, on va pas parler de la BBC parce qu'on a décidé qu'on ferait un autre épisode sur les enregistrements. En tout cas, sur les trucs télé. Ouais. Pas uniquement BBC, mais. Ouais, sur les trucs télé en général, voilà. Donc voilà, Radio. les Beatles en numéro 2. Donc ton numéro 1, c'est Dylan. Oui, bien Et sûr. donc, oui, de donc loin, je vais pouvoir fermer le. Comment le- peut-on penser autrement, quoi. Bah, comment peut-on penser autrement? Je pense que tout le monde va être d'accord. Et si vous voulez faire un vote qui a raison, le plus grand live de tous les temps est enregistré le 27-28 novembre. Un peu avant aussi avec Baltimore, c'est Get Your Eyes Out, qui sort en 70, en septembre. Voilà. Mais voilà, qui est pour moi voilà, ce qui a été fait de mieux en live. Alors vous allez me dire, oui, le live est retrafiqué. Effectivement, il y a des voix qui ont été refaites, etc. Mais tout ce que vous entendez, le backing track, rien n'a été refait. Et c'est juste absolument parfait. Une machine hyper bien huilée. Je me suis toujours posé la question parce que j'ai toujours trouvé Get Your Eyes Out parfait. Du coup, je suis allé écouter les bandes audience de 69. C'est une tournée qui est assez courte, hein, qui commence, si je dis pas de bêtises, le 7 octobre à Fort Collins. Et quand on écoute Live Then You Live Be, qui était le premier pirate un peu connu, on se dit merde, putain, il y a un problème, c'est pas le même groupe que dans Get Your Eyes Out. Mais 2 semaines après, vous vous rendez compte que la machine se met en place. Et là, on a une espèce de version Motown des Stones, je le dis, sans cuivre, à 5, avec juste Ian Stewart sur quelques morceaux cachés derrière un rideau, selon la légende. Et vraiment, alors je sais que toi, Benjamin, qui est grand fan des Stones, tu n'aimes pas Get Your Eyes Out. Pour moi, c'est clair. Sorti de Little Queenie, le reste est un peu mou. Ouais, voilà, d'accord, c'est mou. Bon, ben, pour moi, tout est absolument parfait. Les Stones n'ont jamais été un groupe rapide. Et les Stones groove comme jamais. Ils sont 5, il y a un peu de piano par moment. Tu dis sorti de Little Queenie, et ben, on va citer, il y a Carol aussi qui est du même registre. La version de Street Fighting Man, Midnight Rambler qui apporte une autre dimension. D'ailleurs, tu avais eu une très bonne idée l'autre jour sur les versions en live qui sont meilleures que les versions studio. Je trouve que c'est une très bonne idée de podcast qu'on fera bientôt. Rambler pourrait rentrer dans cette catégorie, même si moi je fais partie quand même des gens qui adorent la version originale. La version de Sympathy avec le solo de Richard, le solo de Taylor. Ça, j'ai jamais compris. Ouais, je sais, moi j'étais sur les genoux de mon père à 4 ans et qui m'a expliqué, écoute, regarde, le premier solo c'est Richard, regarde, il y a très peu de notes. Moi, à 4 ans. Ouais, non, je sais, non, mais franchement, Get Your Eyes Out, c'est juste super. Et le son de Charlie Watts, réécoutez, même si vous connaissez par cœur, mais si vous connaissez pas, écoutez Jumping Jack Flash, c'est juste basse batterie, quoi. Si vous arrivez à isoler vos oreilles. Le Rock'n'Roll Circus. Ouais, non, mais d'accord. Après, c'est une question de goût, mais vraiment, Get Your Eyes Out, c'est le plus grand chef-d'œuvre live qui a jamais été fait. Bien sûr, il n'y a que 10 titres. Alors maintenant, il y a eu la réédition qui nous fait que si on remet les choses dans l'ordre, on a les 15 titres qui constituaient le show, c'est-à-dire le set acoustique qui n'est pas du tout représenté sur Get Your Eyes Out, où il y a quand même Prodigal Son et You Got to Move. C'est quand même un moment hyper intéressant du show qui n'est pas sur le disque. You Got to Move aussi bien sûr. sur la réédition. Oui, Prodigal Son, You Got to Move, Under My Thumb et Satisfaction. I'm Free. Under My Thumb, I'm Free j'allais dire en Wembley, en medley. Donc voilà, vraiment
un super live. En plus, ce que j'aime sur la tournée 69 par rapport à celle de 70, c'est qu'on n'a pas encore les cuivres, hein, contre qui je n'ai rien. Mais ça donne vraiment une version des Stones hyper authentique avec 4 enceintes suspendues. Mais on peut préférer les Stones De 65. live en 71 sur cette version Taylor, je parle. Ouais, Hein. ouais. Moi personnellement, Non, mais d'ailleurs, ma pour vous préférence mettre va vraiment à ce qui a été ressorti récemment dans la très bonne version Roundhouse, deluxe ouais, de Sticky Fingers. avec Leeds et Effectivement, Roundhouse, ouais. principalement les enregistrements de la Roundhouse. Ouais. Je pense notamment à Midnight Trembler. Ouais. Je considère Bah. que la version de Midnight Trembler à la Roundhouse dépasse Ouais. allègrement Je la ne suis version pas, de on a un désaccord, mais Get Your Years Out. Mais effectivement, au niveau des 60s, pour moi, il n'y a pas photo. C'est la période Brian qui est de toute bien façon, on meilleure. verrait quand on fera le podcast suivant sur les années 70, sur cette histoire de live, vous verrez que je ne reparlerai plus de Mick Taylor. Hein. Ça s'arrêtera là pour moi à cette magnifique tournée où Taylor, justement, je l'ai déjà dit dans les podcasts sur Mick Taylor, etc., a été vraiment au service du groupe. Et voilà, c'est pour ça que c'est mon numéro 1 et c'est pour ça qu'on termine là-dessus sur ce premier Mais tout à fait. anthologie Mais des, tout on va à appeler fait. ça comme ça, l'anthologie du disque Oh là là, live bah, c'est parfait. Moi, je vote pour ce. 60s, Je vote et pour à ce- bientôt pour les ce terme. 70s du coup. Oh oui. Hein, merci Avec Benjamin. vous, avec toi. Avec toi, avec moi, avec nous. Je vous embrasse. Bonne soirée à tous.